Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de Smart Tech, le magazine qui décrypte l'univers de l'innovation mais aussi du numérique. On va commencer aujourd'hui avec cette question, est-ce que le mobile a sauvé l'industrie de la musique? Ce sera dans la séquence Mobile Business avec Jérôme Bouteiller qui est déjà installé à mes côtés. Ce sera donc dans quelques instants. Ensuite, au cœur de cette émission, on va s'intéresser au commerce. Alors pas le commerce classique, ni même le commerce en ligne, mais le commerce qui se fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je recevrai des stars d'Instagram qui sont des entrepreneurs. Ils nous expliqueront ce que ça change d'avoir l'ensemble de son activité qui repose sur une communauté. On verra quels sont les bons outils aussi à employer. Et puis, nous retrouverons notre rendez-vous sur la mesure des ondes qui sont émises par nos appareils électromagnétiques. On fera un bilan sur l'information autour de la 5G notamment. Et enfin, on terminera par l'innovation du jour. C'est une hydrolienne aujourd'hui qu'on va vous présenter, capable de produire de l'énergie durable sans nuire à la biodiversité et en plus avec une conception à moindre coût qui permettrait aux particuliers de se l'approprier. Mais tout de suite, donc place au mobile business. C'est l'heure donc de notre chronique Mobile Business avec Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile, spécialiste du marketing mobile. Et il se demande cette semaine si ce mobile n'a pas tout simplement sauvé l'industrie musicale. Bonjour Jérôme. Bonjour Delphine. Alors comme vous le savez, ce lundi nous avons célébré l'été, mais également la fête de la musique, une fête imaginée en 1981, il y a près de 40 ans, par Jack Lang, alors ministre de la Culture de François Mitterrand, et une fête qui a connu un grand succès dans plusieurs pays, notamment dans les pays francophones. Alors si les années 80 et 90 auront particulièrement été fastes pour l'industrie musicale, avec les concerts géants, les platines CD, les lasers, etc., l'arrivée d'Internet au début des années 2000 et notamment des plateformes de piratage comme Napster, Kazaa, Emule ont mis un petit peu un coup d'arrêt à la croissance et ont entraîné une baisse durable du chiffre d'affaires de cette industrie. Bon, elle a quand même réussi à rebondir, cette industrie. Alors oui, le premier rebond, il apparaît en 2001, en octobre 2001, avec la création de l'iPod par un Apple encore convalescent, mais qui va révolutionner l'industrie musicale et surtout démocratiser la dématérialisation de la musique et déjà un usage en mobilité. Le second rebond, il apparaît quelques années plus tard avec l'apparition des plateformes de streaming, comme le français Deezer ou le suédois Spotify, apparus pour leur part il y a une quinzaine d'années, et qui ont non seulement démocratisé le streaming sur ordinateur et sur smartphone, mais surtout le principe d'abonnement illimité à des catalogues comptant plusieurs dizaines de millions de titres. Et aujourd'hui, elle pèse combien? Elles pèsent quoi, ces plateformes? Alors, selon une étude récente réalisée par la RIA, la Recording Industry Association of America, ces plateformes ont capté 10 des 12 milliards de dollars réalisés par la musique aux États-Unis. Alors, dit autrement, cela représente aujourd'hui 83% du chiffre d'affaires de l'industrie musicale aux États-Unis. C'est à peu près 70% en France. Et c'est 4 fois plus que les ventes de disques qui, à l'exception des vinyles, sont en chute libre depuis le début des années 2000. Alors si les GAFA sont très présents avec des plateformes comme Apple Music, YouTube Music ou Amazon Music, le champion c'est Spotify, ce groupe suédois qui à lui tout seul revendique plus de 150 millions d'abonnés sur les 341 millions d'abonnés à des applications musicales identifiées dans le monde. Un Européen. Un usage donc, qui se fait principalement sur le mobile aujourd'hui. Alors oui, historiquement, ces plateformes de streaming fonctionnaient sur ordinateur via le navigateur et il fallait streamer, c'est-à-dire lire depuis leur serveur un fichier musical. Mais il ne faut pas s'y tromper, aujourd'hui l'essentiel de la consommation se fait sur mobile, principalement d'ailleurs en mode déconnecté où on va lire localement la musique sur son smartphone. Selon une étude réalisée il y a quelque temps par Médiamétrie en France, aujourd'hui la majorité de la consommation musicale se fait depuis un mobile, depuis un smartphone. Environ 25 millions de Français écoutent de la musique chaque mois. Et chez les 15-24 ans, c'est pratiquement un Français sur deux qui écoute de la musique sur mobile tous les jours. Et donc, conclusion, pour vous, le mobile aurait sauvé cette industrie musicale? Alors oui, effectivement, si les Français ont écouté, peut-être même joué de la musique pour la fête de la musique ce 21 juin, il y a de fortes chances pour qu'ils optent pour un smartphone les 364 autres jours de l'année. Et d'ailleurs, le mobile a redynamisé cette industrie. Selon les estimations de la banque d'affaires Goldman Sachs, l'industrie musicale pourrait même doubler de taille d'ici 2030 et passer d'environ 70 milliards de dollars aujourd'hui à 126 milliards de dollars à l'horizon 2030.
Et les plateformes de streaming pourraient elles-mêmes quadrupler de taille pour avoir environ 1,2 milliard d'abonnés à l'horizon 2030. Alors effectivement, 40 ans après l'invention du Walkman par Sony, 20 ans après l'invention de l'iPod par Apple, on peut dire aujourd'hui que le mobile a non seulement révolutionné, mais sans doute sauvé l'industrie musicale. Voilà, une belle revanche du numérique. On passe à l'autre actu du secteur dans le mobile, c'est la super app Live qui lance son offre publicitaire. Oui, alors fort de plus de 2 millions d'utilisateurs, dont plus de 400 000 actifs chaque mois, la super app française Life, il le prononce à l'anglaise, historiquement spécialisée dans le paiement et la fidélisation, lance effectivement une offre publicitaire à destination des annonceurs, concrètement, donc ça va s'appeler Life Up, et ça va permettre de diffuser des offres, des catalogues, d'animer un programme de fidélité, de dévoiler de nouveaux produits. Et c'est un positionnement qui rappelle celui de WeChat, la super application chinoise, qui en plus du messaging propose également des services de publicité, de commerce ou de relations clients. Donc Life devient une super app à son tour. Life français, bon. Les dépenses dans les jeux mobiles devraient atteindre 120 milliards de dollars en 2021. Oui, alors ça c'est une autre étude qui est réalisée par Appenny et IDC qui estime que les dépenses des consommateurs dans les jeux vidéo pour mobile devraient passer d'environ 100 milliards de dollars cette année à 121 milliards de dollars en 2021, donc une très forte croissance. L'année dernière et cette année. Ça représente environ 1,7 milliard de dollars dépensés chaque semaine, donc vraiment une industrie en très très forte croissance. Sur le plan volumétrique, on est sur du plus 30% d'une année sur l'autre, et ça représente désormais 3 fois plus que le jeu sur ordinateur et 3 fois plus que le jeu sur console. On a clairement basculé dans une industrie mobile first. Bon, alors la 5G, on va en parler tout à l'heure en matière d'émissions d'ondes et d'informations. Là, ce que vous nous dites, c'est qu'on a des premières informations sur la consommation de données. Oui, alors ce sont des projections qui sont réalisées par Ericsson dans le cadre de son Mobility Report qu'il publie régulièrement. Et il nous annonce une estimation à 3,5 milliards d'abonnés à la 5G dans seulement 5 ans, à l'horizon 2026. Donc ça va aller très très vite. Et qu'en conséquence, la consommation de données va littéralement exploser. On est aujourd'hui sur une consommation moyenne par mobinaute chaque mois de l'ordre de 10 gigaoctets. On devrait être à 30 gigaoctets à l'horizon 2026 et peut-être même 50 gigaoctets par mois et par utilisateur en Europe et en Amérique du Nord. À titre de comparaison, les réseaux cellulaires aujourd'hui convoient environ chaque mois 58 hexaoctets de données et on devrait être à l'horizon 2026 à 300 hexaoctets chaque mois. Et pour rappel, un hexaoctet, c'est 1 milliard de milliards d'octets. Impressionnant. Merci beaucoup, Jérôme Bouteiller. Je rappelle que vous êtes fondateur d'Écran Mobile, spécialiste du marketing mobile. Merci pour vos chroniques hebdo dans Smart Tech. C'est l'heure de notre talk avec ces entrepreneurs qui ont fait naître et font grandir leur entreprise sur les réseaux sociaux. Alors, ces entrepreneurs que je reçois aujourd'hui travaillent au quotidien sur les réseaux sociaux. Justine Hutto, cofondatrice de Respire, qui est une marque de produits d'hygiène naturelle, vegan, éco-responsable, fabriquée en France. Et vous l'avez peut-être aussi reconnue, elle passe régulièrement dans Smart Stories. Exactement. Sur Bismart. Et avec nous également Édouard Caraco, cofondateur de The Braderie, qui est un magasin en ligne, on va dire, de vente événementielle de marque premium. Alors, ces deux entreprises sont nées et ont grandi sur Instagram. Vous êtes des purs produits des réseaux sociaux, finalement. Qu'est-ce que ça vous apporte de différent? Je ne sais pas qui veut commencer. Justine? Vas-y, si tu veux. Allez, je me lance. Alors c'est vrai que Respire, c'est une marque qu'on a lancée via les réseaux sociaux il y a maintenant 2 ans. On a fêté nos 2 ans au mois de mai. Et alors, pour revenir en arrière, en fait... ça a démarré avec votre communauté déjà. Ça a démarré avec ma propre communauté perso. Moi, j'étais déjà sur les réseaux sociaux parce que je suis une passionnée de sport, d'aventure, de marathon, d'ultra trail. Et je partageais déjà ma passion sur les réseaux sociaux quand j'ai lancé Respire. Et donc, en fait, c'est cette communauté qui me suivait, qui ont été nos premiers contributeurs, nos premiers acheteurs. Et c'est cette communauté qui est venue nous rencontrer, donc mon associé Thomas. Alors, il y a une campagne de crowdfunding entre-temps. C'est ça. Alors, ils sont venus nous rencontrer même avant le crowdfunding. Je faisais venir la communauté pour nous rencontrer, pour leur partager notre projet, pour leur demander leur avis, pour qu'ils co-créent en fait les produits avec nous. Sur tous nos produits, on a par exemple le petit drapeau Made in France. Je me rappelle que c'est vraiment eux qui nous ont dit: vous êtes fiers d'être français, mettez un drapeau sur vos produits, il faut l'afficher. Donc j'ai vraiment pris des inputs de la part de cette communauté. Et donc ensuite, on a lancé un crowdfunding en effet novembre 2018, qui est le lancement, le tremplin de Respire, et qui nous a permis de prévendre 21 000 déodorants en un mois. Et c'est cette communauté qui nous a aidés grâce aux réseaux sociaux, puisque j'avais fait une vidéo de lancement où je
me filmais face caméra pendant 2 minutes où j'expliquais mon projet et cette vidéo a fait plus de 3 millions de vues sur nos réseaux sociaux, que ce soit Et Instagram. puis aujourd'hui, c'est vraiment une référence. Vous êtes une star parmi les instapreneurs. Donc, ce que vous nous dites, si je traduis, l'apport principal, c'est d'avoir démarré avec une communauté, de co-construire le produit et en fait d'avoir des premiers clients tout de suite naturellement. Exactement, c'est ces premiers clients, ces premières personnes qui sont finalement déjà, qui nous donnent leur avis dès le début, puis ensuite qui vont être les premiers clients et être les premiers ambassadeurs, le premier bouche à oreille. Quand on a lancé Respire, moi mon pari c'était de me dire, est-ce que les gens vont parler du déodorant sur les réseaux sociaux? C'est quand même un vrai pari, le matin prendre son déodorant en photo et le poster sur les réseaux, Ouais. c'est pas fait par tout le monde. Et finalement, quand on a livré les 21 000 déodorants en même temps au mois de mai, 6 mois après ce crowdfunding, j'espérais vraiment que la communauté poste des photos. Et ce qui a été génial, c'est que j'ai vu des photos de déodorants passer partout sur Instagram avec le hashtag Respire Naturel, ils nous taguaient. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que la communauté, au-delà de poster une photo de leur déodorant, ils postaient une photo d'une marque dont ils partageaient les valeurs et dont ils étaient vraiment ambassadeurs. Ils voulaient montrer à leur communauté, à eux, à leurs amis, qu'ils utilisaient cette marque. Édouard Caraco, c'est à peu près la même histoire. Alors avec une grande différence, c'est que nous on a commencé avec 0 follower. Ouais. On n'était pas à la base de Justine. Alors, Mais pourquoi démarrer sur un réseau social déjà? en fait, on a vu, nous, quand on s'est lancé avec mon associé Tim dans ce métier, dans le monde de la vente événementielle, on a vu une opportunité énorme du réseau Instagram qui se développait dans le e-commerce. Pour nous, il y avait une forme d'alignement des étoiles. On veut vraiment bien mettre en avant l'image des marques avec lesquelles on travaille. Instagram, c'est le réseau du beau. C'est très joli ce qu'on voit sur Instagram. Deuxième point, on fait des ventes événementielles, donc des ventes qui durent vraiment pendant très peu de temps. Instagram se développe avec du contenu éphémère qui sont les stories, donc ça correspondait très bien au métier qu'on avait envie de mettre en place. Et le dernier point, c'est qu'Instagram nous a permis de créer une communauté. Donc on est parti de 0 follower, aujourd'hui on a à peu près 275 000 followers qui nous suit, et c'est surtout ce qui est génial parce que d'une certaine façon, nous on n'a pas nos propres produits, mais on a créé The Braderie main dans la main avec notre communauté. Donc en fait, on leur a posé donc toutes les décisions importantes qu'on a prises dans The Braderie, on a questionné notre communauté. Quelles sont les marques que vous voulez retrouver? Quelles sont les typologies de produits que vous voulez retrouver? On les a vraiment impliqués dans le process, mais finalement, ça, c'est un peu le... Et c'est facile, ils jouent le jeu facilement? C'est un peu la partie émergée de l'iceberg Instagram. L'idée, c'est vraiment je pense que Justine l'a très bien dit, c'est d'être très clair dans les valeurs qu'on a envie de mettre en place, dans le contenu qu'on a envie d'offrir à notre communauté et dans l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Enfin, Alors c'est ce que j'allais vous interpeller un peu là-dessus. C'est finalement, avant d'être un commerçant ou un e-commerçant, est-ce que vous n'êtes pas plutôt un producteur de contenu? Alors, en fait, ça fait vraiment partie du cœur de notre métier. Alors, je ne sais pas comment vous êtes organisé. Ça veut dire qu'il faut développer vraiment 2 activités. Vous avez recruté des rédacteurs Ouais, alors le contenu, c'est vraiment au centre de notre développement. Nous, notre première recrue avec Tim, c'était notre directrice artistique, parce que c'était un sujet qu'on ne maîtrisait pas très bien. Pour avoir des belles On n'avait photos. pas la chance comme Justine, en 30 secondes, enfin, je ne sais pas si c'est en 30 secondes, mais pouvoir faire des stories aussi facilement. En 15 secondes. En 15 secondes, pardon. On a dû vraiment, nous, travailler sur le contenu. Et aujourd'hui, je pense qu'on arrive à proposer un contenu qui est de qualité. Et en fait, ça se mesure assez facilement avec le taux d'engagement sur les réseaux sociaux. En fait, on voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On commence à comprendre ce que notre communauté veut retrouver comme contenu. Et c'est génial parce que ça nous permet vraiment de parler de nos valeurs, de parler de l'aventure de The Braderie et créer un lien émotionnel beaucoup plus fort que simplement si on avait une base client. En fait, une communauté, Ouais. il y a des interactions qui sont beaucoup plus fortes, ce qui fait qu'il y a un lien émotionnel qui se crée. Et ça, on est super content et super fiers d'avoir réussi à le faire depuis 2 ans et demi. Ouais. Alors il y a aussi une starification sur Instagram, forcément, parce que vous... J'ai demandé un autographe à Justine en arrivant. Bon, très bien. Ça, c'est génial. C'est à ça aussi que sert Smartech parfois. Pour autant, les choses peuvent paraître trompeuses parce qu'on peut se dire finalement c'est réservé aux entreprises personnelles, aux auto-entrepreneurs. Mais non, vous avez de réelles entreprises derrière, vous avez des salariés. Il y a combien de personnes qui travaillent pour On est Respire? 26 chez Respire. Ouais. Donc c'est une belle équipe. Et en effet, on a une équipe communication qui gère... alors c'est vrai, tout à l'heure, la question... Vous avez est-ce un qu'on crée des service produits, RH on par crée des contenus? exemple? Alors, on n'a pas de service RH. Je pense qu'on n'est pas encore assez gros, mais bon, on verra. Mais c'est ça, on a une équipe qui gère tout le contenu.
contenu. On a une équipe qui gère le e-shop, on a une équipe qui gère nos retailers, puisqu'on travaille avec Monoprix, avec Sephora, avec les pharmaciens. On a une équipe qui gère toutes les opérations et la logistique. Et puis une équipe qui développe les produits. C'est la plus grosse équipe chez Respire et peut-être la plus importante aujourd'hui qui est à fond en contact avec les laboratoires, avec des chimistes en interne, chimistes de formulation. Parce que moi, clairement, quand j'ai lancé Respire, je n'étais pas chimiste. Donc, je suis beaucoup plus créatrice de contenu que productrice de produits. Et donc, j'avais besoin de créer cette équipe et de recruter des personnes qui sont largement plus compétentes que Thomas et moi, qui ont toutes les compétences que nous, on n'a pas et qui sont capables de développer la marque. Et donc, c'est vrai que tout à l'heure, la question, est-ce qu'on n'est pas plutôt des créateurs de contenu? C'est vrai que moi, quand je définis Respire, finalement, Respire, c'est une marque qui a un peu deux angles. C'est à la fois, on offre des produits de qualité, comme vous le disiez, donc naturel, sain, bio, vegan, made in France, éco-responsable, mais c'est aussi, on vend une inspiration avec une mission. On a un message qui est d'ailleurs écrit sur tous nos produits. En anglais, c'est Your Body's Magic, Take Care of It, où on veut inspirer notre communauté à prendre soin d'elle, à se dépasser, à se lancer dans des activités avec son corps, que ce soit des activités physiques, manuelles. Et donc, c'est vraiment, les réseaux sociaux nous servent à donner de l'inspiration, à partager des belles histoires. Alors ça, effectivement, ça fait partie aussi de l'histoire. Il y a tout le storytelling, l'histoire de la marque, et puis les valeurs que porte la marque. Les réseaux sociaux, c'est un outil merveilleux pour ça, hein. En fait, ce qui est génial, c'est que... Vous, par exemple, vous communiquez beaucoup sur les dons qui sont faits pour la préservation des à la fois océans. sur les dons, sur les associations qu'on soutient, sur les marques avec lesquelles on travaille. On raconte l'histoire des marques avec lesquelles on travaille et sur l'histoire même de The Braderie. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, Instagram a démocratisé une nouvelle forme de contenu qui est beaucoup moins léché qu'avant. Je pense qu'il y a 10-15 ans, les moyens de communication que les boîtes avaient, ça impliquait d'aller faire un tournage, un shooting, presque être maquillé. Enfin, il y avait une forme. Les gens étaient presque contrôle fric du contenu. Quand Instagram a démocratisé un contenu hyper accessible, et je pense que nous on s'est beaucoup inspiré du contenu que Respire crée parce que ça fait partie des boîtes vous avez réussi à réinventer aussi la façon de communiquer. Mais aujourd'hui, ce qui est génial, c'est en ouvrant Instagram, on crée du contenu en 30 secondes sans qu'il y ait 15 personnes qui doivent le revérifier. Et c'est aussi ce que notre communauté vient chercher, c'est cette authenticité. Et l'authenticité, elle est vraiment possible grâce au réseau Instagram. Et je ne vous ai pas posé la question, The Braderie, c'est combien de personnes aujourd'hui? On a 35 personnes qui travaillent avec nous. Des data scientists, des producteurs de contenu. Ça s'est développé très vite. Donc, on a recruté Jonathan qui s'occupe des data là, il y a quelques semaines. Pendant très longtemps, on était quand même beaucoup sur l'exécution, parce qu'on expédie plus de 600 000 produits. Donc, il a fallu les expédier, les mettre en avant, les vendre. Et c'est ce qu'on a bien réussi à faire. Maintenant, on passe à la deuxième étape de The Braderie, où on va l'internationaliser. Donc, on a notre première recrue en Espagne, notre première recrue au Benelux. Et on va justement devoir aussi adapter le contenu, qui est, je dirais, très adapté. Le traduire peut-être aussi. Ouais, le traduire. Et on surfe souvent sur l'actualité française, parce que c'est la majeure partie de notre base. Petit à petit, on va devoir dézoomer pour correspondre aux attentes d'un marché plus global. Mais il y a des très belles marques qui l'ont bien réussi. J'ai dit que vous étiez né et que vous grandissiez sur les réseaux sociaux, mais on trouve aussi des sites internet. C'est-à-dire que vous êtes aussi des e-commerçants tout à fait classiques. Pourquoi avoir maintenu ou créé aussi cet espace, cette vitrine ? Le site internet ? Oui. Alors c'est super important, c'est pour avoir une relation directe avec notre communauté, pour qu'ils puissent trouver nos produits facilement. Nous, je me souviens quand on s'est lancé avec Thomas, on s'était dit à la base, on va être un pure player, on va être uniquement sur notre site internet, comme ça on va tout maîtriser, on va pouvoir faire vivre une expérience à notre communauté. Parce que les transactions ne se font que sur votre site. Les transactions ne se font que sur le site. Alors l'Instagram Shopping maintenant est mis en place, mais dans tous les cas, ça bascule sur le site. À un moment, on ne peut pas acheter vraiment sur Instagram. Je pense que ça va arriver dans les fonctionnalités d'Instagram, mais donc notre communauté va sur le site et donc nous, dès le début, notre site a été notre premier canal de distribution, qui est toujours aujourd'hui le canal de distribution principal. Et c'est juste un outil justement pour la transaction ou c'est quand même, vous vous en servez comme un site de e-commerce classique avec de l'achat de mots-clés, un travail sur le référencement? Bien sûr, il y a un gros travail qui est fait derrière sur le référencement, sur le mot-clé, mais même sur le storytelling des produits, sur le site même, sur les pages produits, pour avoir toute l'histoire, pour avoir des vidéos. Alors c'est du contenu plus léché, en effet, comme tu disais. Sur Instagram, on a du contenu qui est très très spontané. Ouais. Sur le site internet, on poste le contenu qui est beaucoup plus travaillé, qui est fait par nos photographes en interne, retouché même par nos graphistes. Mais en effet, le site, c'est vraiment la vitrine même de la marque, là où les consommateurs vont pouvoir trouver
je dirais, toutes les informations nécessaires sur les produits, mais c'est moins là où ils vont pouvoir trouver beaucoup d'inspiration, tout ce qu'on va raconter en effet sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est très drôle, c'est que donc on s'est lancé en pure player. La première porte d'entrée aujourd'hui, les acheteurs, vos acheteurs, oui. La première porte d'entrée, c'est Instagram, les réseaux sociaux ou le site? C'est majoritairement les réseaux sociaux, le bouche à oreille, donc ils voient leurs amis en parler, mais c'est aussi ce que je disais, donc c'est qu'on a lancé sur le site internet, mais rapidement on a demandé sur Instagram où est-ce que vous souhaitez trouver les produits Respire, et notre communauté nous a répondu, nous aller sur un site pour acheter un déodorant tant qu'il n'y a pas une gamme complète, donc ça c'était il y a 2 ans, on aimerait bien vous trouver là où on fait nos courses. Et donc rapidement on a déployé chez Sephora, chez Monoprix, en pharmacie, et donc ce qui est génial c'est que ces canaux-là sont aussi des canaux d'acquisition où la communauté nous découvre en magasin, découvre nos petites tablettes avec notre petite PLV et ma petite photo chez Monoprix. Et puis après, ils viennent potentiellement sur nos réseaux sociaux et puis viennent ensuite sur le site. Donc c'est tout un cercle vertueux où notre communauté se retrouve entre les réseaux sociaux, le site internet et la distribution retail. Est-ce que ça change justement les règles du e-commerce puisque finalement vous jouez avec toutes ces règles? En fait, il y a quelque chose qui a vraiment changé. Et c'est que les réseaux sociaux, c'est un tiers de confiance énorme. Ouais. Donc aujourd'hui, on parle aux gens de notre communauté. Alors nous, chez The Braderie, on va targeter les gens qui ont entre 18 et 35 ans. Je pense que c'est relativement la même cible chez Respire. Nous, c'est un peu plus vieux. Ok, bon alors 18-35 ans chez The Braderie. Quand si une fille parle à une de ses copines de The Braderie, la première chose, le réflexe qui est vraiment devenu le réflexe numéro 1, c'est d'ouvrir Instagram et de typer The Braderie pour voir qu'est-ce que c'est. Et en fait, très vite, on peut se rendre compte si on fit avec le contenu, fit avec les valeurs, fit avec le vibe global. Et on follow. Après, nous, on arrive à targeter nos clients de façon différente, beaucoup par l'email, qu'on continue d'utiliser, notre application. Donc, il y a plein d'autres moyens. Tout se sert, en fait. Mais ça fonctionne dans nos métiers qui sont du e-commerce, mais dans la restauration, c'est pareil. On voit qu'il y a de plus en plus de restaurants qui font hyper attention à avoir un contenu Instagram hyper léché, parce que demain, si vous me conseillez un bon resto, la première chose que je vais faire, c'est plus comme avant. Je vais plus aller sur Google, je vais plus aller sur TripAdvisor, potentiellement, pour vérifier. Je vais aller directement sur Instagram et je vais me rendre compte très vite, parce que c'est du contenu qui est hyper visuel, en l'espace d'un clin d'œil, et je vais me rendre compte, est-ce que c'est quelque chose qui me tente ou pas? Et je pense que c'est là où c'est hyper important pour n'importe quelle marque d'être hyper bien référencé sur Instagram, d'avoir très bien géré le contenu, parce que c'est souvent le premier point de contact qu'on va avoir, en particulier sur les leviers organiques qui vont être le bouche à oreille. Alors là, on parle d'Instagram, mais vous êtes présent sur tous les réseaux sociaux. Ouais, alors nous, honnêtement, on est, je pense, fort sur Instagram. On n'est pas encore fort sur les autres réseaux. On regarde de façon très attentive TikTok qui se développe très bien, LinkedIn qui peut être aussi très intéressant. Je crois que dans mes souvenirs, vous aviez cartonné la vidéo sur LinkedIn. Oui, ça a bien fonctionné. C'est LinkedIn. Ouais. En fait, dès qu'on a lancé ce crowdfunding, moi j'avais 400 relations sur LinkedIn. C'était uniquement mes amis étudiants quand j'ai fait mes études au Canada. Et j'ai posté cette vidéo sur LinkedIn. Et en fait, la différence entre LinkedIn et Instagram, sa force, c'est que quand quelqu'un like une publication, toute la communauté de cette personne, donc Delphine a liké le post de Justine, toute la communauté de Delphine va voir Delphine a aimé le post de Justine Hutto et ma vidéo va se déclencher automatiquement. Donc un like correspond finalement à un partage sur Facebook. Et donc, c'est ce qui a permis, dès le début, quand j'ai posté cette vidéo, d'avoir un effet boule de neige où la vidéo a été vue par... ça a fait 1,5 million de vues juste sur LinkedIn en un mois. Ça a été monstrueux, en fait. Chaque personne qui likait faisait comme si elle partageait... là, je sens que The Braderie va mettre le paquet sur LinkedIn. Là, c'est rendez-vous LinkedIn. Je pars et c'est ta priorité. Voilà. Mais c'est vrai que LinkedIn... On n'a pas parlé de Facebook, parce que Facebook, c'était aussi un lieu assez naturel pour les commerçants qui voulaient mettre en avant des produits. Alors Facebook, nous, je vais pas dire on y est moins, on y est, mais on n'a pas de stratégie dédiée à Facebook. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on décline simplement la stratégie Instagram qui se duplique sur Facebook. Et ça fonctionne très bien puisqu'on continue de recruter des abonnés toutes les semaines avec cette stratégie-là. Alors Facebook, c'est un peu différent, c'est plus une stratégie de conversion. On se rend compte que la cible est plus âgée sur Facebook et va beaucoup plus facilement cliquer quelque part pour aller sur notre site et pour passer à la conversion. Mais elle va finalement être un peu moins intéressée par du contenu éphémère, des stories, voir les coulisses de la marque. Donc, c'est simplement de la duplication du contenu Instagram et c'est beaucoup plus facile pour les équipes et ça marche quand même. Facebook, ça n'a pas été un canal privilégié au départ ? Non, on est vraiment né sur Instagram. Donc un peu pareil que Justine. Alors on est encore. Parce que vous y avez pensé, j'imagine, au moment du choix du réseau social. Ouais, mais Instagram était beaucoup plus adapté avec ce qu'on voulait. Instagram, c'est vraiment un réseau qui est hyper visuel. Nous, on propose aujourd'hui une marque par jour et on capitalise sur cette capacité à mettre en avant très bien, de façon très jolie, des marques, des produits. Et ça, c'est vraiment l'aspect très visuel d'Instagram qui nous le permet. Sur Facebook, c'est peut-être un petit peu plus textuel, un peu comme Twitter. Et ça correspond moins à nos attentes.
Est-ce qu'il y a des outils que vous pouvez conseiller, qui sont indispensables pour ceux qui voudraient lancer leur business, leur commerce sur les réseaux sociaux? Déjà, je pense que si c'est un business, il y a le Shopify. C'est l'outil qu'on utilise Bien sûr. pour créer notre site internet. D'accord. Et ça se ligne très bien avec Instagram. Donc Ouais. ça va vraiment fluidifier le process. Je pense que c'est un très bon choix de se lancer sur Insta. C'est-à-dire c'est facile, on peut démarrer facilement. Ouais, si exactement. On a Enfin, déjà nous, une plateforme. On a mis 3 000 € chacun dans le business avec mon associé. On ne savait pas coder. Et très rapidement, on a fait nos premières ventes. Donc il y a une accessibilité aujourd'hui pour se lancer sur du e-commerce qui est hyper, je dirais, facile. Et après, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser pour vérifier quels sont les influenceurs, s'ils fonctionnent bien, pas bien, s'ils ont eu un bon reach, pas un bon reach. Donc il y a pas mal d'outils. Nous, récemment, on utilise un nouvel outil qui s'appelle GetUbu. Faut que je t'en parle. Très bien. Qui est super. Et qui Ça sert à permet- quoi? Justement, ça permet. Nous, pour se développer, on a beaucoup travaillé avec des influenceuses. Et Ouais. ça permet donc déjà de bien linker le travail qu'on a avec des influenceuses, de bien pouvoir traquer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, de façon très précise. Et ça nous permet petit à petit d'améliorer nos campagnes justement d'influence. Et c'est un super bon outil, on vient de le découvrir et c'est très efficace. Tu m'en parleras. Ouais. Nous, Justine. pour le coup, sur l'influence, on a testé beaucoup d'outils. On n'a pas trouvé la pépite encore. Et puis, en fait, l'influence, finalement, nous, on l'a fait. Ça a été beaucoup de manière très organique avec des amis à moi qui sont très présents sur les réseaux sociaux, qui ont parlé de Respire. Donc, ça a été génial. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rend compte que l'influence, finalement, il faut réussir à craquer le truc. Et nous, on ne l'a pas vraiment encore craqué. Donc, on n'en fait pas beaucoup. Pourquoi il faut réussir à craquer le truc? C'est pas comme C'est un dans bon moyen pour avoir de la tout visibilité. commerce, il faut acheter quelques mots-clés, quelques influenceurs, envoyer En fait, des c'est produits. déjà, on crée une relation avec les influenceurs. Moi, j'ai rapidement créé des relations, en fait, finalement amicales, puisque moi aussi, je suis très présente sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que rentrer dans une relation commerciale, c'est assez différent, où en fait, l'influenceur, on va acheter un certain nombre de stories, où Ouais. l'influenceur va parler du produit, de la marque. Et puis, si on veut vraiment traquer, enfin, en fait, pour pouvoir traquer et voir si ça marche, il faut qu'on mette des choses en place, comme soit l'inscription à des emails. Je sais que vous faites ça et que ça marche très très bien chez The Braderie. Nous, c'est partager un code promo, sauf que c'est pas vraiment dans l'ADN de la marque de partager des promotions sur nos produits qui sont déjà à prix juste. Donc en fait, on partage des codes promo, puis pour certaines fois, ça fonctionne, et puis les autres fois où les influenceurs en reparlent, ça fonctionne moins. Donc en fait, et puis il faut trouver des influenceurs qui sont vraiment complètement calqués sur notre ADN, sur nos valeurs, parce qu'un influenceur qui n'a pas les mêmes valeurs que nous, ça pourrait même desservir la marque. Donc c'est quand même une stratégie où En fait, vous êtes faut en train maîtriser. d'apprendre en marchant, là. Ouais, bien sûr. Alors, on apprend aussi en regardant. Je pense En que regardant, c'est un ouais. vrai truc. Et vous vous auto-regardez Ouais, les honnêtement, uns et les on- autres, ouais. Mais il n'y a pas beaucoup d'expérimentés, finalement. Non, mais on a souvent quelques bonnes idées. Alors, nous, avec Respire, on a une relation particulière parce que mon cofondateur est le meilleur pote du cofondateur de Justine. Ils sont colocs, Ils sont colocs, d'office. donc The Braderie Respire Donc, parlent vivent vivre ensemble, ensemble. en ouais, fait. Ok. on a fait plusieurs fois des choses ensemble avec Respire et on est trop contents. Donc, Ouais. je pense qu'il y a pas mal de key learnings qu'on arrive à partager. Et puis après aussi, on travaille nous avec une marque par jour. Il y a plein de marques qui fonctionnent super bien sur Insta. Je pense à Manucuriste, je pense à Rive Droite avec lesquelles Exactement. on adore aussi travailler. Donc, je pense que ce qui est bien, c'est qu'il y a quand Et ils même. vous partagent justement Ouais, on partage tous les des bons tips. outils, on Ouais. partage tous les bons tips. Objectivement, on est au sein même de la communauté d'entrepreneurs. Il y a quelques boîtes avec lesquelles on est relativement proches et on se partage tous les bons outils, toutes les bonnes idées. Et ça, c'est Et il y génial. a des choses Mais qui après- vous manquent aujourd'hui comme outil en tant qu'entrepreneur sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas comment ça, on va vous appeler les social entrepreneurs, c'est un peu bizarre. Moi, il y a des choses Les que j'ai remontées entrepreneurs déjà. communautaires. Entrepreneur communautaire. Non, moi, j'aimerais bien développer Instagram pour, par exemple, catégoriser les messages privés qu'on reçoit. Dans les MP, on reçoit plein de messages. Ouais. Puis maintenant, il y a quand même une partie principale, générale et les invitations. GetUbu. Mais j'aimerais bien. Ah, ok. Moi, j'aimerais bien avoir des petits dossiers comme sur le mail, Ouais, tu vois, où on peut exactement. classer. Donc, et j'avais fait le même retour à LinkedIn, où LinkedIn, j'aimerais bien qu'ils puissent traduire directement les posts qu'on fait. Enfin, c'est. Voilà. des Et vous avez des retours, vous échangez justement avec les réseaux sociaux, avec les plateformes? Honnêtement, Instagram, ils sont très à l'écoute. Je pense à Julie Pellet et Mélanie. Exactement. Honnêtement, elles sont super à Julie l'écoute. Pellet qu'on a reçu d'ailleurs dans Smartech. Ouais. Ok, bah moi je trouve que c'est génial parce que depuis le début, et elles n'ont pas attendu qu'on ait 275 000 followers pour être à l'écoute. Ouais. Il y a 2 ans et demi, j'avais déjà eu la chance de les rencontrer, d'échanger avec elles. J'avais Je aussi trouve rencontré ça- Julie juste avant Respire et donc elle nous accompagne depuis le début et ça a été génial. Dès qu'on a le moindre souci, on a souvent des faux comptes qui se créent,
on peut même avoir des piratages ou des choses comme ça. Et donc, en fait, ils sont vraiment à l'écoute, ils nous accompagnent. Ouais. Là, on a d'ailleurs participé tous les deux à House of Instagram qui a lieu cet après-midi. Ouais. Donc, c'est vraiment des conseils d'instapreneurs qui vont parler de nos expériences sur les réseaux sociaux. Et ce qui est génial, c'est que j'ai pu rencontrer du coup plein d'instapreneurs, notamment en effet Rive Droite, Manicuriste, Papier Tigre, et on se partage des bons conseils, mais on se rend compte qu'en fait, ce qui se passe chez l'un ne va pas spécialement se répliquer chez l'autre. Et donc, c'est aussi du test and learn constant où on entend ce qui se passe, on essaye de le répliquer et puis finalement, ça marche ou ça marche pas. Mais il faut être dans cette logique de test and learn, de tester des nouvelles choses et d'être capable de killer si ça marche pas ou d'accélérer si jamais ça fonctionne bien. Ouais, c'est encore un terrain tout nouveau. En termes de coûts, c'est moins onéreux de se lancer sur les réseaux sociaux et c'est plus efficace, on a un retour sur investissement plus rapide? En fait, il y a une barrière à l'entrée qui est très très faible. Ouais. On n'a pas besoin d'investir beaucoup d'argent pour être présent sur les réseaux sociaux. Mais après, il faut quand même payer des contenus. Enfin, vous disiez que vous avez recruté des rédacteurs. Alors, le contenu sur Insta... C'est des choses qu'on ne fait pas quand on est un e-commerçant classique. C'est toujours pareil, c'est que le contenu sur Instagram, comme il est finalement hyper accessible, le contenu que Justine va créer, à part le coût de ton iPhone, finalement... ça m'a pris 15 secondes. Il n'y a pas obligatoirement un investissement très important qui est lié à la création de ce contenu. Et en particulier, nous, on fait beaucoup de shooting pour mettre en avant nos marques partenaires. C'est pas un shooting dans un studio avec une mannequin hyper connue. Et justement, un grand photographe. Ce que les gens viennent chercher, c'est cette authenticité. Et donc, c'est une barrière à l'entrée qui est beaucoup plus faible que ce qui a pu être au préalable. Alors après, évidemment, ça implique beaucoup de temps, beaucoup de travail et donc quelques investissements. Mais on peut le faire de façon assez linéaire. Et je trouve que c'est un super bon moyen pour se faire connaître. Merci beaucoup pour vos témoignages. Je pense que vous allez susciter quelques vocations chez les téléspectateurs. Merci Justine Hutto, donc fondatrice de Respire, et Édouard Caraco, cofondateur, vous êtes que cofondateur d'ailleurs tous les deux, de The Braderie. Juste après la pause, changement de sujet, on va s'intéresser à la 5G, aux ondes émises par les appareils 5G et à la question de l'information au public. Et nous voilà de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec les ondes 5G et surtout Stéphane Panetra qui est l'expert français des mesures d'ondes électromagnétiques. Stéphane Panetra, cofondateur et PDG d'Artfy. Bonjour Stéphane. Bonjour Delphine. Aujourd'hui donc vous souhaitiez nous faire un bilan sur la communication des opérateurs autour des ondes émises par les smartphones 5G. Est-ce que selon vous en un an, alors on dit un an, ça ne s'est pas vraiment lancé il y a un an concrètement pour tout le monde, mais ça fait un an quand même que la 5G a démarré dans le monde et en Europe. Est-ce que vous trouvez que l'information aux consommateurs a évolué ? Alors effectivement, il y a eu beaucoup de communications qui ont été faites pendant toute cette année. Des consommations finalement, des communications pardon, qui portent finalement sur l'explication de la 5G. Beaucoup d'explications sur la 5G. À vocation d'éducation, d'essayer de mieux comprendre comment fonctionne la 5G. Des initiatives ont été menées d'ailleurs par un certain nombre d'acteurs, dont le régulateur français, la NFR, etc. Nous avons participé ici à ça. J'espère. Et en fait, on observe que les ondes ne font pas partie du bagage éducatif. On n'apprend pas les ondes à l'école. Donc il y a un vrai besoin de partager de l'information, de comprendre. Donc vous dites qu'il y a eu un bon début, on a vu quelques exercices de pédagogie, notamment imposés, puisque les villes ont parfois demandé des moratoires et des débats avec les citoyens. Donc on est au début de la communication. Je pense qu'on est au début de la communication, on commence à voir s'éclaircir certains éléments dans le débat, avec l'implication de certains industriels qui viennent en parler, de certains hommes politiques qui viennent en parler. Qui viennent également... Qui viennent en parler même sur le plateau de Smartech. Ils ont joué le jeu de cet exercice aussi. Exactement, exactement. Et les instances politiques, également, elles, prennent conscience du sujet. On n'est plus, désormais, de mon point de vue, depuis cette année, dans le circuler, il n'y a rien à voir au niveau de l'impact sur la santé des ondes électromagnétiques. On est plus dans une démarche de prise en main du sujet, étape par étape. Ça ne va pas forcément assez vite à mon goût, parce qu'il y a des sujets, des trous dans la raquette encore. Mais on avance. Alors, où est-ce que ça patine encore, pour vous ? On a fait un premier pas sur la compréhension que dans l'exposition humaine aux ondes, il y avait deux grands contributeurs. D'un côté, les antennes, relais, et de l'autre côté, les terminaux mobiles, qui sont quand même portés
à proximité du corps humain. Ouais. On a compris que les antennes relais, on les testait, et le régulateur français le fait très bien d'ailleurs avec ses partenaires, sur site, et donc que chaque antenne était testée, et qu'on pouvait de plus en plus, grâce à une sorte d'observatoire mis en place dans certaines villes, observer son exposition, issue notamment des antennes. Mais là où il y a encore des renforcements à avoir, même s'il y a des efforts qui sont faits en la matière, c'est sur les téléphones mobiles. Les téléphones mobiles sont toujours près du corps. Ils émettent maintenant sur plusieurs fréquences à la fois, plusieurs technologies. Il y a un effet cumulatif. On n'est pas très clair encore sur ces sujets-là. C'est vrai que jusqu'ici, les interrogations portaient beaucoup sur les antennes. Et là, ce que vous nous dites, c'est que finalement, sur les antennes, ce travail est fait. Il n'est pas totalement accompli, le travail de mesure sur les smartphones. Ah oui, oui. Et il y a une certaine forme de réticence d'aller communiquer là-dessus, parce que même les industriels ont parfois peur d'en parler. Là où on voit que ça commence à changer... Il y a quand même des règles et des indications qui sont fournies au moment où on achète notre smartphone. Les consommateurs ne comprennent pas bien ces indications. 3 valeurs chiffrées de la fameuse grandeur du DAS qui caractérise cette exposition humaine aux ondes, oui, sur un paquet, qui ne correspond pas à la valeur du DAS du téléphone mobile qui est dans le paquet, mais d'un téléphone testé dans un laboratoire avant qu'il soit produit en masse, sur une mesure à la tête, une mesure au tronc, une mesure aux membres. C'est compliqué quand même. C'est compliqué. Alors, c'est bien parce qu'on informe, mais ça reste compliqué. S'il y avait une priorité, selon vous, pour pouvoir rassurer justement les utilisateurs de smartphones 5G ? Oui, il y a une priorité. Et d'ailleurs, je pense que les industriels commencent à l'intégrer dans leur stratégie, car finalement, juste avant de répondre précisément à votre question, Delphine, on s'aperçoit qu'au-delà des problématiques réglementaires, la fameuse mesure d'exposition humaine aux ondes, le DAS, c'est assez compliqué. On y vient pour expliquer de mieux en mieux ça. Mais finalement, on s'aperçoit que dans le contexte du RSE, la vraie question, c'est une question stratégique pour les entreprises. Est-ce que l'exposition humaine aux ondes de mon terminal, je la considère comme un sujet de ma stratégie dans le cadre du RSE en particulier? Certains commencent à répondre très clairement à cette question par oui. Oui, je ne peux pas laisser les consommateurs dans le flou ou dans un doute ou dans une communication pas très claire. Je dois être proactif dans mon positionnement par rapport à ça. Et les industriels se prennent en main de plus en plus sur ce sujet-là en industrialisant l'approche, je dirais même de communication sur ce sujet-là et l'approche de couverture des tests. Et c'est là que je réponds à votre question, car effectivement, le trou dans la raquette, il y en a plusieurs, mais le principal, c'est que les téléphones mobiles ne sont pas testés. Il faut les tester. Il faut les tester. Tous ceux qui sont en vente. Ouais. Tous ceux qui sont en vente. Il y a eu tous les exemplaires. Exactement. Chaque unité. Il y a eu suffisamment de rappels au-dessus des seuils de conformité dans les mois qui viennent de s'écouler pour se dire qu'il y a une raison, il y a une cause à ça. Et il faut la traiter, cette cause. Et si on ne teste pas, on n'observe pas les valeurs, on ne peut pas rentrer dans une démarche de traitement. Alors, ce qu'on a appris aussi avec vous, c'est que plus un téléphone vieillit, plus il est potentiellement dangereux. En tout cas, il change. Dans un sens ou dans l'autre. Il peut se mettre à émettre moins fort, en vieillissant, parce qu'il est tombé, etc. Et auquel cas, là, c'est une problématique de connectivité, de qualité, de performance. Mais il peut également, en tombant, changer et dépasser les seuils d'exposition. Donc, en conséquence, il y a une vigilance régulière à avoir sur ces sujets-là. Sur le cycle de vie du smartphone, en fait, c'est ça. C'est suivre le cycle. C'est peut-être pas la priorité, mais en tout cas, ce sera une étape aussi importante. Oui, exactement. Dans l'information publique. Et dans la durabilité, ce sera intéressant d'intégrer cette grandeur-là, pour s'assurer que dans la durabilité, on est stable. Très bien, merci beaucoup Stéphane Panetra, cofondateur, je le rappelle, et PDG d'Artfy pour ces éclairages sur les ondes 5G. Merci Delphine. À suivre, on parle d'une innovation, alors celle-ci, elle est durable, elle est a priori très bonne pour l'environnement et notre santé.
Bonjour Cécilia. Bonjour. Alors demain, chaque cours d'eau aura peut-être son hydrolienne, une hydrolienne respectueuse de l'environnement. Oui, parce que l'hydrolienne que je vous présente aujourd'hui, justement, c'est une hydrolienne qui est fabriquée à partir, entre autres, de masques chirurgicaux recyclés. Une innovation française qui est mise au point par la société VH93, comme le titre de l'œuvre de Victor Hugo pour ceux qui la connaissent. En fait, dès l'origine du projet, les composants ont été conçus à base de produits biosourcés, comme par exemple les épines de pin ou alors la fibre de lin. Mais le Covid est arrivé, évidemment, et les inventeurs de cette technologie ont décidé, soucieux de voir les masques chirurgicaux polluer les rues, être jetés dans les rues, ils ont décidé de l'incorporer à leurs composants. Et il se trouve que les masques jetables, ils sont faits de plastique, évidemment, et un plastique qui peut se substituer ici à la résine époxy, la résine qui va servir à lier tous les composants. Alors grâce à cet usage, la société économise 30 à 50% de résine. Et pour sa matière première, eh bien, elle s'approvisionne auprès des commerçants, auprès des collectivités qui lui distribuent les masques usagés, mais aussi auprès d'une entreprise qui les fabrique et qui lui donne ses invendus ou alors ses pièces avec défaut dans le sud de la France. Et comment fonctionne l'hydrolienne ? Alors en fait, là aussi, il y a recyclage, mais recyclage d'idées précisément. En fait, en 1924, un inventeur finlandais nommé Sigurd Savonius a conçu un rotor avec un atout, la capacité à fonctionner quelle que soit la direction du vent. Alors, du côté des éoliennes, ça a été pas vraiment un succès, cette innovation, même si elle est simple et utile, parce que ça manque de rendement. Mais la simplicité de cette solution et surtout son universalité par rapport au vent ont intéressé, inspiré le créateur de l'hydrolienne qui nous intéresse ici. Alors ici, bien sûr, ça se passe sous l'eau et précisément, le principe, c'est d'avoir un côté fermé et un côté ouvert au courant. Mais en plus, là où on innove, c'est qu'on ajoute une petite longueur souple pour, au niveau des pales, vous le voyez sur l'image, pour doubler l'efficacité du rotor Savonius, car il faut quand même du rendement. Alors justement, quelles sont les performances énergétiques de cette hydrolienne ? Alors quand elle est émergée dans un courant à 2 mètres par seconde, donc des petits courants d'eau, l'hydrolienne, elle génère déjà une puissance de 500 mégawatts, ce qui peut suffire par jour à alimenter l'électricité d'une maison. Et elle s'adapte parfaitement aux petits cours d'eau, je l'ai dit, aux rivières, aux canaux d'irrigation, et elle se destine en particulier aux particuliers justement, ou alors aux petits groupes qui voudraient vivre dans un esprit slow-tech, c'est-à-dire ne produire que ce dont ils ont besoin. Et ça a un avantage par rapport aux barrages traditionnels ? Oui, parce qu'il faut diversifier les solutions. Les barrages, ça fonctionne pour l'énergie avec l'eau, sauf qu'il y en a énormément en France et que ça pollue, ça pose un problème avec la biodiversité, ça l'abîme, ça abîme les poissons qui passent, c'est assez dangereux pour eux. Donc ici, les pales qui sont souples ne vont jamais heurter cette biodiversité qui va la traverser. Résultat, on obtient une hydrolienne capable de produire de l'énergie propre, sans nuire à la biodiversité, elle-même produite avec des composants propres à destination des particuliers. Et tout le monde pourra s'en acheter, même les collectivités. Ça coûte entre 2 000 et 3 000 euros, donc ça reste accessible. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié ces instapreneurs, ces stars d'Instagram qui sont venus. Je suis repartie avec des cadeaux, moi, de chez Respire. Je ne sais pas si vous les voyez, des produits donc éco-responsables. Ce sont des entreprises qui sont nées et qui ont grandi sur les réseaux sociaux. Ils nous ont donné leurs tips dans Smartech. À suivre, d'autres entreprises du numérique qui vont pitcher dans le lab. Et puis nous, on se dit à demain pour la grande interview notamment.